Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 11e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble comment configurer sur notre application la célèbre librairie Bootstrap 4 avec notre préprocesseur CSS Sass. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur Sass et que vous n'êtes pas familiarisé avec le préprocesseur CSS, je vous recommande de les visionner avant de continuer cette vidéo afin de ne pas être perdu sur ce sujet. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre des best practices et des feuilles de style de l'application Dashing.js 2 que nous réalisons ensemble, nous allons aborder l'épineux sujet de la compatibilité des navigateurs et la solution développée par PostCSS qui se nomme Autopréfixeur. Cet outil étant nativement installé sur Angular CLI et le potentiel de cet outil mérite amplement de s'y attarder quelques minutes. Je vous invite donc à découvrir l'écosystème des préfixes CSS car c'est un sujet essentiel lorsque l'on travaille sur des projets web. Installez-vous, on démarre tout de suite. Avant de vous présenter Autopréfixeur, il faut savoir ce qu'est les préfixes CSS. Les préfixes CSS servent à rendre compatible une règle CSS différente par navigateur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pour le comprendre, il faut connaître un peu l'histoire de la compétition que se jouent les navigateurs entre eux, comme par exemple Feu Internet Explorer, qui a été maintenant remplacé par Edge, Firefox, Opera, Safari, Chrome et tous les autres. Chaque navigateur est développé dans son coin avec des moteurs CSS différents. Et pendant des années, chaque navigateur sortait des nouveautés d'interprétation CSS sur leur moteur pour devenir le meilleur, tout simplement pour pouvoir dire « Regardez-moi, mon navigateur, il fait des ombres portées, des coins arrondis, des dégradés de couleurs, mais pas chez les autres, je suis le meilleur, venez chez moi. » Mais pour pouvoir faire cela, il faut que les développeurs écrivent des règles CSS spécifiques pour ce navigateur en question, préfixées avec un préfixe propre au navigateur. Par exemple, si l'on veut faire une transition sur le navigateur Opera, on devra écrire cela. Vous remarquerez le "-o" qui est le préfixe spécifique pour le moteur CSS d'Opera. Même si les normes W3C autorisent le prefixing, normalement on devrait écrire cette règle plutôt comme cela. Sachez que le navigateur Opera n'est pas le seul à avoir recours à des préfixes. Il y a également le moteur WebKit où on peut faire un préfixe comme ça, -WebKit-. Ce fameux moteur est utilisé sur d'anciennes versions de Chrome, Safari ou encore Android. Il y a également le préfixe de Mozilla pour Firefox, -Moz-, ou encore le préfixe de Microsoft pour Internet Explorer qui est -ms-, ou encore -ktml pour le KTML de Conqueror. Du coup, pour faire un simple dégradé de couleur, les intégrateurs CSS peuvent rapidement perdre un temps fou à écrire des règles CSS pour chaque navigateur et cela donne des feuilles de style un peu comme celle-là. Voilà, une horreur quoi. Donc naturellement, les développeurs se sont penchés sur la question pour trouver des solutions pour ne pas avoir à rédiger toutes ces règles CSS préfixées afin de se libérer de ce poids. Plusieurs solutions sont apparues comme par exemple des sites internet où tu saisis ta règle CSS et en retour il te donne justement toutes les règles préfixées comme par exemple le site css3generator.com ou alors des librairies en JavaScript qui convertissent à la volée nos styles CSS mais alourdissent considérablement la charge CPU de navigateur et génère des effets asynchrones d'application de style. Donc je n'en citerai aucun car c'est vraiment une très mauvaise pratique et je vous demande vraiment de ne pas avoir recours à cette technologie là. En revanche, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez qu'on peut également envisager d'utiliser des mixings en Sass qui par exemple pourraient générer nos préfixes comme dans cet exemple sur CSS Tricks. Alors là c'est déjà une bonne approche mais cela demande quand même de se taper la rédaction des mixing et les appels à chaque règle, mais surtout d'avoir une excellente connaissance des règles CSS qui doivent être préfixées. Alors je vous rassure, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une autre solution, et cette solution nous vient donc de PostCSS et de son outil Autopréfixeur.
Alors, qu'est-ce qu'autopréfixeur? Autopréfixeur, c'est un outil qui va, lorsqu'on va lui demander, lire notre code de nos fichiers CSS et va automatiquement ajouter les préfixes en fonction des navigateurs que nous lui aurons demandé de prendre en compte. Grâce à cet outil, on ne se soucie plus du tout de nos préfixes et de la connaissance des règles à préfixer. On ne se soucie plus non plus des préfixes qui sont devenus obsolètes, car oui, certaines règles CSS ne doivent plus être préfixées car les navigateurs pour qui on devait écrire ces préfixes ne sont plus utilisés aujourd'hui, comme par exemple la fameuse règle CSS3 Box Shadow ou encore le border radius qui devait être préfixé pour Firefox 3.6 mais qui utilise encore Firefox 3.6 aujourd'hui. Donc ce préfixe n'est plus utile aujourd'hui. Mais qui a envie de suivre régulièrement les statistiques d'utilisation des navigateurs pour adapter son code régulièrement. Bah oui, en fait, le code que nous préfixons aujourd'hui pour IE10 par exemple ne sera plus utile par exemple dans un an si les statistiques remontent que 0,01% des utilisateurs utilisent encore IE10. Et c'est là aussi la force d'autopréfixeur, car il suffirait de lui dire ne supporte plus IE10 dans la configuration lors du prochain build et cela aura pour effet de retirer tous les préfixes pour cette version d'Internet Explorer. Et notre code devient du coup beaucoup plus flexible et ça le rend également scalable au contexte temporel, car autopréfixeur c'est exactement quel préfixe est requis pour quelle version de navigateur et pour quelle règle CSS. Je vous laisse imaginer le poids qu'on retire de nos épaules grâce à cet outil. Mais en fait on pourrait se demander mais comment autopréfixeur sait quels sont les préfixes qu'il doit utiliser pour quel navigateur. En fait l'équipe d'autopréfixeur ne tient pas eux-mêmes une base de données à jour telle que par exemple tel navigateur de telle version doit préfixer telle règle CSS. Non, pour cela il utilise la puissante base de données de CanIUse que je vous recommande de consulter lorsque vous avez un doute sur la compatibilité des règles CSS que vous souhaitez utiliser et nous verrons cela dans quelques minutes. Alors, on pourrait aussi se poser la question, mais comment faire pour ne pas avoir à consulter régulièrement les statistiques d'utilisation des navigateurs pour adapter notre liste de navigateurs à prendre en compte dans autopréfixeur? Et là encore, il y a une solution, et cette solution s'appelle BrowserList. Alors, BrowserList, qu'est-ce que c'est? BrowserList est un outil, ou plutôt un service avec un algorithme qui permet de nous retourner une liste de navigateurs en fonction de patterns qu'on lui envoie. Alors, comment ça marche concrètement? Pour créer une liste de navigateurs avec leur version pour la transmettre à l'autopréfixeur, normalement on devrait écrire toutes nos versions qu'on voudrait prendre en compte et tous les navigateurs. Par exemple Chrome 63, Chrome 64, IE9, IE10, Edge 14, etc., etc. Donc cette liste peut être vite très longue et impossible à maintenir régulièrement car il faut avoir une veille accrue sur les sorties des nouvelles versions des navigateurs. En passant par BrowserList, il nous suffit de lui dire par exemple retourne-moi la liste de tous les navigateurs et de leurs 2 dernières versions et BrowserList nous retournera le résultat avec évidemment le contexte temporel, car si l'on fait cette demande dès maintenant, il va par exemple nous retourner pour Chrome la version 63 et 64, 64 étant la version actuelle de Chrome. Mais si demain sort la version 65 et que nous refaisons cette demande donc après cette sortie, BrowserList nous retournera donc la version 64 et 65. Donc grâce à BrowserList, nous n'avons plus à lister manuellement toutes les versions ni à maintenir cette liste à jour. Et là c'est déjà énorme comme service, mais c'est loin d'être la seule révolution de BrowserList. En effet, nous pouvons lui dire également de nous retourner la liste de tous les navigateurs utilisés dans le monde en lui demandant d'en exclure certains, comme par exemple ceux qui sont utilisés par moins d'1% de la population. Pour cela, BrowserList se base sur les statistiques d'utilisation mondiaux et là encore, comme autopréfixeur, BrowserList se base sur la base de données CanIUse. Donc, vous l'aurez compris, on peut également lui dire de nous retourner la liste des navigateurs les plus utilisés en France par exemple, ou de lister les navigateurs les plus recommandés. Car il a également cette possibilité de nous dire ok, je peux vous proposer une liste de navigateurs à supporter pour avoir un maximum de couverture. Donc il y a de nombreux filtres possibles sur cette technologie-là et je vous invite donc à consulter la documentation pour en prendre connaissance. D'ailleurs, évidemment, je vous rajoute tous les liens utiles en description de cette vidéo comme d'habitude. Mais il y a encore un point qui mérite d'être soulevé concernant la liste des navigateurs que nous retourne BrowserList. Ce point concerne la pertinence de cette liste car elle concerne la liste des navigateurs utilisés par un panel d'utilisateurs mondiaux ou par un panel d'utilisateurs sur un pays, mais cette liste n'est pas forcément représentative
représentative de nos utilisateurs qui vont utiliser notre outil. En effet, on peut se dire que si l'on fait un blog tech ou un jeu en ligne, il y a peu de chances que nos utilisateurs soient sur de vieux navigateurs comme IE8, car c'est plutôt des jeunes qui vont utiliser nos outils. Mais si notre projet, en revanche, est un site de réservation de billets d'avion et donc fortement grand public, il y a de fortes chances que l'on rencontre des navigateurs qui ne sont pas mis à jour. Mais alors, comment on va faire pour avoir une liste de navigateurs pertinente pour nous? Là encore, Browserlist apporte une solution et pas des moindres. En effet, il peut se câbler à nos statistiques de Google Analytics afin de déterminer la liste des navigateurs à supporter en fonction des navigateurs utilisés par nos utilisateurs. Et encore une fois, tout étant dans un contexte temporel. Donc maintenant, vous avez un peu la vision totale de la possibilité de ces outils et je pense que vous comprenez pourquoi j'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet. Parce que grâce à cela, nous avons plus du tout à gérer la compatibilité des navigateurs et les préfixes. Alors, il y aura une dernière question qui va se poser un peu plus tard dans cette vidéo, ça va être le contexte environnemental. En effet, c'est une question qui va être abordée lorsque l'on va commencer à le configurer avec notre projet sur Angular CLI. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est de ces outils et d'Angular CLI? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Autoprefixer et Browserlist sont déjà préconfigurés pour Angular. Il ne reste plus qu'à lui définir la liste de navigateurs à utiliser, puisque par défaut, il va utiliser la liste des navigateurs recommandés par Browserlist pour avoir un maximum de taux de couverture. Allez, assez de théorie et passons maintenant à la pratique. Donc dans un premier temps, on va aller voir sur le site d'Autoprefixer comment ça se présente, enfin en tout cas plus spécialement sur le dépôt. Hop. Voilà. Donc là on a le dépôt donc, de PostCSS avec plus précisément leur techno Autoprefixer. Et on voit un peu des exemples d'utilisation, comme par exemple ici avec le display flex, qui est évidemment pas encore compatible sur tous les navigateurs. Et du coup, on voit comment va compiler le CSS Autoprefixer, ou tout du moins le traduire en rajoutant des règles avec les préfixes pour Microsoft ou pour WebKit, également pour le border radius, etc. etc. Alors, on peut le voir directement en action si on va directement sur le site d'Autoprefixer en ligne, donc le site interactif. Donc il est là, autoprefixer.github.io. Voilà. Et là on voit un exemple concret. Donc on a des styles comme Display Grid, User Select ou Background Linear Gradient qui en fait fait un dégradé. Et on voit comment il va nous le traduire avec tous les préfixes. Sachant que là, on lui dit de préfixer notre code pour les 4 dernières versions des navigateurs en cours. Par contre, si on lui dit par exemple de prendre que la dernière version des navigateurs, on devrait avoir beaucoup moins de préfixes. Voilà, puisque les dernières versions des navigateurs ont tendance à prendre en compte justement les dernières normes W3C, et donc bien évidemment la seule règle qui n'est pas encore totalement prise en compte par tous les navigateurs, en natif en tout cas, c'est User Select. Et il est tout à fait possible de l'éditer ici et de faire des tests, comme par exemple si vous voulez faire un border radius. Et qu'on applique par exemple les 4 dernières versions des navigateurs les plus courants. Voilà. Et du coup, on voit que par exemple, là, il n'a pas eu besoin de faire des prefixing sur border radius. Alors, pour pouvoir confirmer cela, comme je vous ai parlé de tout à l'heure, on peut aller vérifier directement sur le site de Can I Use, qui est la base de données qu'utilise donc Autoprefixer et Browserlist. Donc, on va aller hop, sur un nouvel onglet, Can I Use. Voilà. Et grâce à ce site-là, on va pouvoir tester différentes fonctionnalités, comme par exemple le RGBA, et voir justement sur quel navigateur il est compatible et depuis quand. Donc là on voit par exemple que IE ne supporte pas du tout le RGBA, Edge non plus d'ailleurs. On voit que Chrome c'est seulement à partir de la version 62 qui le supporte, Opera ne le supporte pas, etc. etc. Et on peut voir bien plus de détails là-dedans si on regarde directement sur la timeline temporelle. Et on voit que du coup, le premier à avoir supporté cette version RGBA, c'est Firefox, Safari et Chrome. Et ce, depuis, parce qu'il y a la date évidemment, en plus on voit depuis le 13 septembre
pour Safari, pour Chrome pardon, le 20 septembre pour Safari et le 20 septembre également pour Firefox. On pourrait faire d'autres tests comme par exemple le border radius pour comprendre pourquoi aujourd'hui il ne le préfixe plus. Et là on voit que quasiment tous les navigateurs aujourd'hui supportent le border radius si ce n'est Opera Mini, qui est un navigateur assez anecdotique pour le coup. Et pareil, on peut aller voir depuis quand le border radius est supporté. Et on voit que ça fait quand même depuis belle lurette. Et d'ailleurs, on voit que dès le début, Firefox 2 supportait le border radius, mais avec le préfixe Moz. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand il y a le petit truc jaune en haut à droite là. Ça nous montre que c'est supporté, mais avec du préfixe. Et le premier navigateur à l'avoir supporté en version native, c'est Chrome, à partir du 25 mai 2010, où ils ont complètement supporté cette fonctionnalité CSS. Et Firefox, bien plus tard, ils l'ont supporté à partir de la version 50. Donc aujourd'hui, évidemment, si on prend le panel des navigateurs les plus utilisés, il n'est plus nécessaire de préfixer border radius. Donc en parlant des navigateurs les plus supportés, je pense que c'est le moment d'aller sur le site de Browserlist. Donc hop. Donc voilà, donc là on va tomber sur le dépôt GitHub et ensuite sur un site également interactif. Et on voit justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, Browserlist a une sorte d'intelligence artificielle, en tout cas c'est comme ça qu'ils se décrivent, et qui, lorsque l'on lui demande de nous renvoyer la liste des navigateurs par défaut, va nous renvoyer la liste des navigateurs les plus utilisés pour avoir un maximum de taux de couverture mondial. Donc on voit justement, si on écrit le pattern default, il va nous retourner toute cette liste de navigateurs avec le pourcentage d'utilisation. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, Chrome est totalement en position dominante sur le marché, contrairement à quelques années où c'était plutôt Firefox. Et on voit qu'avec cette liste de navigateurs qui nous retourne Browserlist, on couvre 91% des navigateurs mondiaux. Alors, on peut tout à fait changer ce pattern pour faire quelques tests. Donc, par exemple, on va lui dire la dernière version de chaque navigateur. Donc non seulement on va voir la liste que va nous retourner justement Browserlist, donc ici, donc on voit qu'on a à peu près un navigateur par thématique, donc le Chrome 64 global et puis le Chrome pour Android, le Firefox pour Android, le Firefox etc. etc., etc. Et on couvre que 57% des navigateurs mondiaux. Donc là, il faut surtout pas faire ça parce qu'un utilisateur sur deux, du coup, n'aura pas le site dans de bonnes conditions et du coup, on ne pourra pas leur offrir la meilleure expérience possible. Donc, on va potentiellement faire d'autres tests. On peut dire, par exemple, on va utiliser les 3 dernières versions de chaque navigateur pour couvrir beaucoup plus de monde. Et là, on se rend compte que tout de suite, on a 90% de taux de couverture, ce qui est un ratio plutôt excellent. Et on voit toutes les versions que nous a retourné Browserlist. Voilà, donc c'est plutôt pratique d'avoir justement cet outil interactif. Ça nous permet de bien visualiser ce que va faire justement Browserlist, sachant que les patterns peuvent être bien plus complexes. Et c'est là justement où ça devient intéressant, c'est d'aller sur le dépôt GitHub pour se rendre compte de tous les patterns qu'il est possible de taper. Et ils sont ici, donc on peut lui dire par exemple de retourner les 2 dernières versions que de Chrome, tous les navigateurs qui sont utilisés au-dessus de 5%, 5% aux US, etc., etc. Et on peut évidemment cibler un navigateur précis. Par exemple, on veut IE de la version 6 à 8, Firefox au-dessus de la version 20, etc., etc. Donc on peut affiner très précisément les navigateurs que l'on veut supporter. Et nous, on va justement utiliser cela parce qu'on aura un cas particulier qu'on va aborder un peu plus tard. Donc concrètement, comment ça se passe pour le configurer? Donc il nous le dit hein, sur le dépôt, il nous dit qu'on doit le configurer donc, dans le package.json ou dans le browserlist.rc, et nous c'est ce que nous allons faire, on va directement le mettre dans le package.json, on va pas s'embêter, et on va recopier cette configuration par défaut pour la tester directement. Donc on va dans PHP Storm, on prend notre package.json, et on va rajouter ici Browserlist en lui disant de supporter donc tous les navigateurs au-dessus d'un taux d'utilisation de 1% et les 2 dernières versions de chaque navigateur. Alors pour pouvoir le tester dans de bonnes conditions, on va créer évidemment des règles CSS qui devront être préfixées sur des anciens navigateurs. Donc pour ça, on va modifier le code HTML et CSS de notre application. Donc d'ailleurs,
on va lancer notre application en même temps à côté, donc on va faire un ngserve. On va rouvrir Chrome. Voilà, donc là on en était ici dans les épisodes précédents. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le code de la page component. Donc on va retirer toute cette partie-là. Et on va rajouter du code avec des styles qu'on va emprunter à Bootstrap pour pouvoir faire des petits carrés. Donc pour ça, on va créer une div avec une classe en flexbox. Donc on se servira après. Ensuite, on va créer au moins 5 divs. Voilà. On va leur rajouter des classes. Donc on va utiliser donc la classe text pour colorer nos box. Et ensuite on va utiliser également les classes background. Et on va rajouter dans chaque div une balise H2 par exemple, avec le nom de chaque couleur. Donc on va utiliser warning, info, primary, secondary, voilà, et le dernier, on va utiliser par exemple le dark. Voilà, impeccable. Donc là, voilà ce que ça nous donne. Ce qu'on va rajouter maintenant, ça va être le style CSS. Alors, peut-être qu'on va pas le mettre pour l'exemple, on va pas le mettre dans appcomponent.css. On va plutôt le mettre, d'ailleurs ça on peut l'enlever parce que c'est obsolète maintenant. On va plutôt le mettre directement dans le style.css, ce sera plus simple après pour vous montrer le résultat. Donc pour ça, on va dans notre dossier SAS, dans le style, et on va rajouter voilà, du style ici. Bon, je vais vous épargner la saisie du SCSS, je vais le faire en offline et je remets la vidéo. Donc, nous revoilà. Donc, on a fait du style CSS avec différentes propriétés qui devront être préfixées, comme par exemple le text shadow, l'opacité, le transform avec la rotation et le user select. Alors, user select, c'est pour éviter de sélectionner du texte. Comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner le titre, mais pas le texte qu'il y a dans les box. Et tout ça évidemment en responsive grâce à Bootstrap et au Flexbox style. Donc maintenant qu'on a notre style, on va inspecter tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà, et on voit que sur nos H2, avec tous nos styles ici qui sont des styles qui doivent être préfixés, on voit que Autopréfixeur a bien fait son taf puisqu'il a préfixé justement tout notre code avec les préfixes des navigateurs qu'on devra supporter. Donc c'est totalement opérationnel. On peut faire le test en changeant la configuration. On va lui dire par exemple de supporter seulement les dernières versions des navigateurs. On enlève la règle des 1% et on va relancer le serveur. Alors je vais peut-être laisser la console là à côté, voilà, comme ça on verra la différence. Hop, je vais stopper le serveur et le relancer. Voilà, il vient de se relancer et on se rend compte que le code CSS qui a été généré par Autopréfixeur a été plus allégé puisque du coup il y a beaucoup moins de préfixes qui a été généré. Donc Autopréfixeur est totalement opérationnel avec les configurations des navigateurs qu'on lui passe en paramètres. Alors en revanche, notre projet Dashing.js2 est un cas particulier. En effet, notre dashboard sera accessible en mode démo hébergé sur notre GitHub Pages comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente et donc ouverte au public, ce qui
fera nous faire prendre en compte les navigateurs de nos visiteurs. Donc on pourrait tout à fait câbler BrowserList à notre compte Google Analytics, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt, mais nous n'avons pas encore configuré de compte Google Analytics, et donc on va en attendant configurer notre liste de navigateurs à supporter en demandant à BrowserList de nous retourner la liste des navigateurs suggérés par défaut pour avoir le maximum de taux de couverture. Mais il ne faut pas oublier que notre application DashingJS 2 a pour vocation d'être hébergée sur un Raspberry Pi et lancée avec le navigateur Google Chromium et donc sur Linux. Et cela nous pose un dilemme. Donc, soit on décide de configurer notre projet pour qu'il prenne en compte tous les navigateurs et donc on va se retrouver avec des feuilles de style CSS potentiellement préfixées pour Internet Explorer, Opera, WebKit, etc. etc. alors qu'à la finale il sera exécuté sur un Raspberry Pi et également que sur un navigateur Chromium. Et cela du coup va alourdir inutilement et considérablement le poids de nos fichiers. Ou alors on se dit, bah non, on va configurer que autopréfixeur pour supporter le navigateur Chromium de Linux, et alors on va dégrader l'expérience utilisateur qui vont tester DashingJS 2 sur notre environnement de démo, puisque du coup ça ne sera pas du tout compatible pour Internet Explorer, Safari et Opera, etc., etc. Donc pour ma part, moi je déteste les compromis et je souhaite faire les deux, mais sans alourdir les CSS de chacun des environnements. Et pour ça, il y a une astuce, on va se servir de la variable node-env et du système d'environnement de BrowserList. Donc BrowserList, je vais vous le montrer sur le dépôt GitHub, hop, ici. Ils ont justement eu cette même réflexion que l'on a actuellement, et du coup, ils ont donc prévu de faire un système d'environnement. Voilà. Par contre, ce qui est dommage et un peu regrettable, donc j'ai même d'ailleurs envoyé une issue à ce sujet à Angular CLI, c'est que les variables d'environnement qui sont, les noms d'environnement qui sont déclarés dans BrowserList ne sont pas compatibles avec Angular CLI. Ce qui veut dire que si on écrit nos règles telles quelles, eh ben, ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, ça va se reposer sur la variable d'environnement node-env et Angular CLI ne génère pas de variable environnement node_env du même nom. Donc du coup, il y a une astuce que l'on va utiliser qui va être de générer une variable d'environnement avant de lancer une commande. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer sur notre projet dans package.json nos environnements de développement. Donc on va avoir le premier environnement, alors du coup ce sera plus un array mais un objet. Du coup on va enlever ça, hop, et on va créer notre premier environnement qui sera donc demo1. Voilà, donc l'environnement de démo, lui, il devra supporter un maximum de navigateurs. Donc on pourrait très bien lui dire de supporter, par exemple, tous les navigateurs qui sont utilisés à plus de 1% et les 4 dernières de chaque version, ou alors tout simplement la liste par default. Donc on va peut-être lui dire default, ça sera totalement suffisant. Et alors par contre, c'est un array qu'il faut déclarer et pas un string. Hop, voilà. On va créer ensuite un deuxième environnement qui sera l'environnement de prod, qui lui va supporter uniquement les versions de Chrome et les 2 dernières versions. Donc on va lui dire last to Chrome version. Et on va faire la même chose pour dev. Hop, la même chose que pour prod, tout simplement. Voilà, donc ça c'est fait. En revanche, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est configurer une variable d'environnement pour que ça soit bien pris en compte. Donc pour ça, on va faire le test directement en lançant notre serveur avec une variable d'environnement. Donc pour ce faire, on va reprendre notre console, on va stopper le serveur en cours, et ensuite on fait un export node, puisque c'est le nom de la variable, _env égale demo1. On va commencer avec cet environnement là pour le tester, et ensuite on va faire un ngserve et on va lui déclarer l'environnement que l'on veut générer, ça sera demo1. Voilà, on lance le serveur. Donc le serveur est lancé, on va l'ouvrir dans Chrome,
Voilà, donc là on voit qu'il a préfixé par exemple le user select. Alors on va peut-être augmenter un petit peu la couverture pour vraiment avoir le bon exemple, ou quoique non, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Et ensuite maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le serveur, mais cette fois-ci en version prod, donc ça veut dire pour lui ce sera que pour du Chrome, et on devrait plus avoir les préfixes justement de Moz et de MS, etc., etc. Donc on va stopper le serveur, et on va relancer la commande précédente, mais cette fois-ci avec prod, sur l'environnement prod, toujours, hop, et on attend que le serveur se lance. Voilà, le serveur vient de se relancer, et là on se rend compte justement qu'il a enlevé tous les préfixes qui sont liés aux autres navigateurs. Donc c'est totalement fonctionnel. En revanche, il va on va devoir configurer Travis pour qu'il puisse déployer notre application sur GitHub Pages sur l'environnement Demo1 avec la variable d'environnement qui va bien, donc la variable d'environnement Demo1. Donc pour ça, on retourne sur PHP Storm, on va dans Travis, et ici, voilà, c'est ici qu'on va faire un build. Donc avant de faire le build, on va faire un export node underscore env égale demo1, et ensuite on lance le build. Donc là, on n'a plus rien à faire si ce n'est créer le commit, créer la pull request. Donc tout ça, vous en avez l'habitude parce que vous les avez vus dans les épisodes précédents. Donc je vais faire tout ça en off et je reviens pour vous montrer le résultat en prod sur notre environnement de Demo1, sur notre espace cloud de GitHub Pages. Voilà, je viens de terminer les commits et les pull requests, et le cycle d'intégration continue avec Travis vient de s'exécuter. Donc on va aller voir le résultat directement donc, sur l'environnement de GitHub Pages de notre projet DashingJS2, donc sur l'URL github.io/dashingjs2, et on voit le lien ici Demo1, on clique dessus et on voit donc notre application avec nos dernières modifications. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les préfixes CSS de nos titles H2 ici. Donc on va aller les voir, et on voit bien qu'ils sont bien préfixés, donc tout a fonctionné correctement, donc autopréfixeur avec browser list est totalement opérationnel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous a plu, et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien et qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons voir ensemble comment utiliser des polices comme FontAwesome, Flaticone ou encore des polices d'écriture, et nous verrons comment les installer de la bonne façon sur notre projet DashingJS2. Merci à tous pour le visionnage et à bientôt.